Ils étaient alliés depuis toujours. Partenaires économiques, frères d'armes, voisins diplomatiques. Mais en 2025, quelque chose s'est fissuré. Discrètement d'abord, puis brutalement. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est peut-être le début d'un divorce entre deux piliers de l'Occident. Bienvenue sur MTD News 08. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une crise diplomatique que peu avaient anticipée, celle qui oppose désormais le Canada et les États-Unis d'Amérique. Tout commence par une décision que Donald Trump, revenu sur le devant de la scène politique américaine, prend avec son style bien connu, brutal, direct et sans consultation. Il impose de nouveaux tarifs douaniers sur des produits stratégiques canadiens, notamment dans l'automobile et l'aluminium. Mais cette fois, le Canada ne se contente pas de condamner. Non, Ottawa riposte fermement. Des taxes de représailles sont annoncées. Des alliances militaires remises en question. Des projets d'indépendance économique sont accélérés. Et soudain, une alliance que l'on croyait indestructible semble vaciller. Nous ne voulons plus simplement être un partenaire passif. Ce sont les mots du Premier ministre canadien dans une déclaration glaçante. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer, chapitre par chapitre, cette crise silencieuse mais profonde. Pourquoi Trump a déclenché cette guerre commerciale? Comment le Canada, longtemps discret, est en train de redéfinir toute sa politique stratégique? Pourquoi l'industrie automobile, le NORAD et même l'Arctique sont devenus des zones de fracture entre deux anciens alliés? Et surtout, jusqu'où cette escalade pourrait aller? Loin des discours spectaculaires, nous allons vous montrer les faits, les stratégies, les coulisses, et peut-être comprendre ensemble si ce que nous vivons est un simple épisode passager, ou le début d'un véritable changement d'équilibre mondial. Accrochez-vous, car ce qui se passe entre Washington et Ottawa n'est pas juste une brouille entre voisins. C'est peut-être l'ouverture d'un nouveau chapitre géopolitique pour tout le continent nord-américain. Tarifs et tensions, la guerre commerciale éclate. C'est un geste que peu attendaient, mais qui en dit long sur l'état d'esprit de Donald Trump. Tout commence par un tweet, puis une décision. Nous sommes en mars 2025. Donald Trump, de retour au pouvoir ou en campagne intensive, annonce des sanctions économiques contre plusieurs partenaires commerciaux, dont le Canada. Dans sa ligne de mire, l'acier, l'aluminium et les véhicules produits hors des frontières américaines. Mais cette fois, le message est plus dur, plus ciblé. L'Amérique d'abord, les autres ensuite. Même le Canada doit payer. Dans les heures qui suivent, le département américain du commerce officialise l'imposition de droits de douane pouvant aller jusqu'à 35% sur certains produits canadiens. Motif invoqué, protection de l'industrie nationale. Mais en réalité, c'est une déclaration de guerre commerciale déguisée. La réponse d'Ottawa, directe, ferme, inattendue. Justin Trudeau, ou son successeur, ne laisse pas la polémique enfler sans réponse. Le lendemain, lors d'un point presse depuis Ottawa, il annonce une mesure de représailles immédiate. Le Canada n'est pas une variable d'ajustement. Nous appliquerons dès maintenant des tarifs de 25% sur les véhicules américains importés. Cette riposte est stratégique. Elle touche un secteur sensible pour l'économie des États américains frontaliers, Michigan, Ohio, Pennsylvanie. Elle envoie un message clair à la Maison-Blanche. Le Canada ne joue plus le rôle du partenaire docile. L'automobile, épicentre de la tempête. Pourquoi ce secteur en particulier? Car l'industrie automobile incarne l'interdépendance entre les deux pays. Depuis l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, des millions de véhicules sont assemblés au Canada avec des pièces venues des États-Unis, puis vendues dans le monde entier. Ces tarifs menacent de désorganiser totalement les chaînes de production, provoquant des licenciements, des retards et un chaos logistique. Mais plus profondément, ils révèlent la fragilité d'une alliance économique qu'on pensait indestructible. Premiers impacts concrets. Les usines d'assemblage à Windsor, Oshawa et Hamilton ralentissent leur cadence. Des fournisseurs américains commencent à geler leurs contrats. Le dollar canadien chute légèrement, signe d'une nervosité des marchés. Mais Ottawa reste ferme. Car cette fois, il ne s'agit pas que d'économie. Il s'agit de dignité nationale et de souveraineté commerciale. Derrière les discours,
une fracture psychologique. Quand même nos alliés nous frappent pour des raisons électoralistes, nous devons tirer les leçons. Ce sont les mots d'un député canadien lors d'une session parlementaire houleuse. Ils traduisent ce que beaucoup ressentent au Canada. Un sentiment de trahison de la part d'un partenaire historique. Une prise de conscience brutale que les intérêts américains ne seront jamais alignés par défaut avec ceux de ses alliés. La guerre est déclarée. Et les conséquences seront globales. Ce chapitre marque le point de bascule. Car ce que l'on pensait être une simple friction devient une véritable rupture commerciale entre deux géants nord-américains. Et cette rupture ne va pas s'arrêter à l'automobile. Elle va s'étendre à la défense, au système militaire, aux coopérations stratégiques, jusqu'à remettre en question le NORAD et même la souveraineté de l'Arctique. L'industrie automobile en otage. Ce qui était autrefois un modèle d'intégration économique transfrontalière est aujourd'hui devenu un champ de bataille tarifaire. Une industrie symbole de coopération nord-américaine. Depuis les années 1990, l'industrie automobile a représenté l'exemple le plus réussi de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Grâce à l'ALENA, devenue AEOM, des dizaines de milliers de véhicules sont produits chaque année à travers une chaîne logistique intégrée, reliant les usines de montage canadiennes, Windsor, Oakville, Oshawa. Les fabricants de pièces américains, Détroit, Illinois, Tennessee. Et les fournisseurs mexicains. Chaque véhicule vendu aux États-Unis ou au Canada est, en réalité, le fruit d'une coopération économique tripartite. Mais aujourd'hui, cette intégration est fracturée. L'effet domino des tarifs. Avec l'imposition de droits de douane de part et d'autre. Les constructeurs doivent recalculer leurs coûts de production à la hausse. Certains modèles sont temporairement retirés du marché en raison de leur non-rentabilité. Des milliers d'emplois en zone frontalière sont mis en suspens. Chaque pièce taxée ralentit une chaîne. Chaque retard détruit un emploi. Déclaration d'un représentant syndical de l'Ontario. Le projet Arrow, un pari audacieux. Face à l'incertitude, le Canada choisit la réinvention. C'est dans ce climat tendu qu'émerge le projet Arrow. Une voiture 100% conçue, produite et assemblée au Canada. Symbolisant une indépendance industrielle. Portée par des entreprises nationales et financée partiellement par l'État. Le prototype, dévoilé récemment, combine technologie électrique verte, design modulaire, chaîne d'approvisionnement exclusivement canadienne. Nous voulons montrer que le Canada peut produire sans dépendre de Détroit. Mais le défi est colossal. Produire à grande échelle, être compétitif et convaincre un marché habitué aux marques américaines. Les chaînes de production, rupture ou adaptation. En parallèle, plusieurs grands noms du secteur automobile, Ford, GM, Stellantis, réévaluent leurs investissements au Canada. Certaines usines déplacent temporairement une partie de leur production au Mexique pour contourner les tensions tarifaires. Exigent des subventions du gouvernement canadien pour ne pas fermer des lignes de production. L'industrie est devenue une otage politique. Et les ouvriers, des dommages collatéraux. Une opportunité cachée? Pour certains analystes, cette guerre tarifaire est aussi une opportunité de transformation. Repenser l'autonomie industrielle. Accélérer la transition vers l'électrique. Soutenir l'innovation locale. Mais tout cela exige temps, argent et volonté politique. Or, en période de tension commerciale, les gouvernements doivent arbitrer entre protection, réindustrialisation et diplomatie. L'industrie automobile était autrefois le symbole de l'unité nord-américaine. Elle est aujourd'hui le miroir de sa fragmentation. Ce qui se joue dans les usines de Windsor et Détroit ne concerne pas uniquement des véhicules. C'est un test de souveraineté, un test de résilience, et un signal fort que le Canada n'entend plus dépendre éternellement de son voisin du Sud. Mais cette autonomie, à quel prix? Et dans quel délai? Réorientation stratégique du Canada. Le Canada ne veut plus seulement s'asseoir à la table des grandes puissances. Il veut choisir avec qui il dîne. Une alliance militaire de plus en plus déséquilibrée. Pendant des décennies, le Canada a été considéré comme un partenaire stable et loyal des États-Unis, notamment au sein de l'OTAN et du NORAD.
Mais dans un contexte où les décisions de Washington deviennent unilatérales, imprévisibles et parfois hostiles, Ottawa commence à se poser une question stratégique essentielle. Peut-on continuer à dépendre militairement d'un allié qui nous taxe économiquement? Le F-35 remis en question. Symbole de cette réflexion, le programme d'achat des avions de chasse américains F-35. Longtemps considéré comme incontournable, il fait aujourd'hui l'objet d'un examen critique par Ottawa. Les coûts, les retards et les contraintes d'interopérabilité posent problème. Le Canada étudie des alternatives européennes ou asiatiques, notamment des appareils de SAP, Suède ou Dassault, France. Ce changement de cap serait historique, car il marquerait une rupture avec la doctrine de défense américaine intégrée. Un virage diplomatique assumé. En parallèle, Ottawa renforce ses liens bilatéraux avec des puissances moyennes stables. L'Allemagne et les pays nordiques pour des coopérations technologiques et de défense. La Corée du Sud pour les systèmes militaires terrestres et les solutions énergétiques. Le Royaume-Uni, avec lequel des exercices militaires conjoints sont relancés dans l'Arctique. Ce repositionnement vise une chose, diversifier les partenariats stratégiques pour ne plus dépendre d'un seul protecteur. Un changement de doctrine qui ne dit pas son nom. Les discours officiels restent prudents, mais certains éléments sont parlants. Le budget de la défense est réévalué à la hausse pour la première fois depuis 20 ans. De nouvelles doctrines sont publiées, valorisant l'autonomie stratégique, la souveraineté nationale et la défense des intérêts canadiens avant tout. On parle de Trudeau Doctrine 2.0 ou Nouvelle Doctrine boréale. Le prix de la transition. Mais cette nouvelle orientation n'est pas sans coût. Les relations avec Washington se tendent. Certains programmes conjoints sont gelés ou ralentis. Et une partie de l'élite militaire, formée dans les académies américaines, exprime une gêne croissante. Peut-on réellement se détacher d'un allié sans se mettre en danger? Cette question plane dans les cercles stratégiques d'Ottawa, comme une ombre sur les ambitions nationales. Le Canada n'est plus en position d'attente. Il avance, lentement mais sûrement, vers une diplomatie plus active, plus indépendante, plus sélective. Une réorientation stratégique est en cours, et elle ne passe pas inaperçue à Washington. Mais cette volonté d'autonomie tiendra-t-elle face à la pression militaire, économique et diplomatique de la première puissance mondiale? La contestation politique à Ottawa. Quand la politique étrangère devient un sujet de débat intérieur, c'est qu'un pays commence à douter de sa direction. Un Parlement divisé sur l'alignement avec Washington. Au cœur de la capitale canadienne, le ton est monté ces derniers mois. Dans l'enceinte du Parlement, plusieurs élus, y compris issus des partis au pouvoir, contestent l'alignement quasi systématique du Canada sur les décisions américaines. Sommes-nous encore souverains ou simplement un satellite? Déclaration choc d'une députée du NPD lors d'un débat sur les accords militaires. Les tensions ont atteint leur paroxysme après l'imposition des tarifs douaniers américains, les blocages sur les achats d'armement, l'inertie perçue des États-Unis sur les dossiers climatiques et commerciaux bilatéraux. L'opposition saisit l'occasion. Les partis d'opposition, NPD, Bloc québécois, certains conservateurs modérés, utilisent cette crise pour renforcer leur position. Leur revendication: réduire la dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis. Encourager une politique industrielle Made in Canada. Mettre fin à la soumission automatique à la doctrine américaine. Certains vont plus loin et demandent même une révision des accords bilatéraux de défense. Une réévaluation de la participation canadienne au NORAD. Les voix de la majorité commencent à diverger. Au sein même du gouvernement, des tensions apparaissent. Certains ministres défendent la nécessité de maintenir le partenariat américain pour des raisons de sécurité. D'autres estiment que le Canada doit désormais tracer sa propre voie, même si cela signifie froisser la Maison-Blanche. Cette fracture idéologique pourrait devenir une ligne de rupture politique à mesure que les élections approchent. Une opinion publique en mutation. Les sondages montrent une évolution majeure. 58% des Canadiens interrogés estiment que leur pays est trop dépendant des décisions américaines. Près de 65% souhaitent que le Canada développe ses propres industries stratégiques.
Un citoyen sur deux se dit favorable à une diversification des alliances militaires et économiques. Ces chiffres montrent un réveil de la conscience stratégique nationale. Un risque, politiser la souveraineté. Mais certains analystes mettent en garde. Si la souveraineté devient un slogan politique, elle risque de diviser profondément le pays. Le Québec, les provinces de l'Ouest et même certaines communautés autochtones n'ont pas les mêmes priorités stratégiques. L'unité canadienne pourrait être mise à l'épreuve par ces tensions diplomatiques, si elles deviennent un levier électoral. Le Canada se trouve à un tournant historique. Ce n'est plus seulement une crise entre deux gouvernements. C'est un débat national sur ce que signifie être indépendant dans un monde d'interdépendance. Et cette contestation politique pourrait bien redessiner la carte stratégique du pays. Les systèmes d'armes bloqués, Lockheed contre Pulse. Quand les missiles ne peuvent plus coopérer, c'est que les alliances aussi commencent à échouer. Une affaire technique, mais aux conséquences géopolitiques. Ce qui aurait pu rester une affaire d'ingénierie militaire s'est transformé en crise diplomatique rampante. À l'origine, le système de lance-missiles israélien PUL, que le Canada souhaite intégrer dans son arsenal terrestre. Une technologie moderne, plus souple et moins coûteuse que les solutions américaines. Mais très vite, un obstacle inattendu surgit. Lockheed Martin, géant américain de l'armement, bloque l'intégration de ses propres missiles dans le système Pulse. Motif évoqué, incompatibilité technique et protection de la propriété intellectuelle. Ottawa dénonce une obstruction politique. Pour le ministère canadien de la Défense, ce refus n'est pas innocent. Derrière l'argument technologique, on soupçonne une manœuvre commerciale pour empêcher le Canada de se tourner vers des alternatives. Une volonté de Washington de garder la mainmise sur les chaînes d'approvisionnement militaire de ses alliés. Quand une entreprise privée se met à dicter nos choix stratégiques, ce n'est plus du commerce, c'est une dépendance. Propos d'un député canadien en commission de la défense. Sud-coréen, le Canada regarde ailleurs, vers Séoul. Face à ce blocage, le Canada explore d'autres options. Le système sud-coréen K-239 Chomho, déjà opérationnel dans des pays comme la Pologne, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Un système flexible, éprouvé et sans contraintes américaines. Qu'avantage ? Intégration plus libre avec divers types de munitions. Coût de maintenance inférieur. Soutien diplomatique solide de la Corée du Sud, en quête de nouveaux alliés. Une nouvelle dynamique d'achat militaire. Ce dossier marque un basculement. Le Canada n'hésite plus à contourner les fournisseurs américains, même dans des domaines historiquement sensibles. Des négociations sont ouvertes avec des firmes européennes et asiatiques, créant une diplomatie d'armement parallèle. C'est un message stratégique. Si Washington nous ferme des portes, nous en ouvrirons ailleurs. Réactions américaines, discrètes mais agacées. Officiellement, la Maison-Blanche minimise l'affaire. Mais selon des fuites dans la presse spécialisée, des responsables du Pentagone ont exprimé leur inquiétude croissante sur la volonté d'autonomisation canadienne. Certains craignent une érosion de l'interopérabilité militaire nord-américaine, essentielle pour les opérations conjointes. L'affaire Lockheed Pulse est plus qu'un désaccord technique. C'est une fracture symbolique dans la relation stratégique canado-américaine. Et une preuve que le Canada commence à reprendre le contrôle de ses choix militaires, même face à son plus grand allié. Mais cette indépendance assumée risque-t-elle d'avoir un coût diplomatique encore plus élevé dans les mois à venir ? Le spectre du retrait du NORAD. Ce serait un séisme militaire. Une onde de choc au cœur de la défense du continent nord-américain. Qu'est-ce que le NORAD ? Le NORAD, Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, créé en 1958, est l'un des piliers de la coopération militaire entre les États-Unis et le Canada. Il s'agit d'un commandement binational, basé à Cheyenne Mountain, Colorado, et à Winnipeg, qui surveille l'espace aérien nord-américain, anticipe les menaces venues de l'Arctique ou du Pacifique, et coordonne la défense en cas d'attaque extérieure. Pendant des décennies, le NORAD a symbolisé la confiance mutuelle entre les deux armées. Mais aujourd'hui, cet édifice est fragilisé. Une question taboue émerge à Ottawa. Dans un rapport parlementaire récemment divulgué,
plusieurs élus évoquent la possibilité d'un réexamen de la participation canadienne au NORAD. Les motifs invoqués: manque de transparence dans les décisions stratégiques, rôle secondaire du Canada dans la chaîne de commandement, et surtout, dépendance aux technologies américaines fermées. Si nous n'avons aucun pouvoir de décision, pourquoi devrions-nous rester? Une rupture stratégique froide mais réelle. Bien qu'aucune déclaration officielle ne confirme une sortie imminente, plusieurs signaux convergent. Le budget du NORAD n'a pas été augmenté du côté canadien malgré les appels de Washington. Des exercices militaires conjoints ont été reprogrammés ou annulés. Les services de renseignement sont de moins en moins partagés, selon certaines sources internes. Ce que redoute le Pentagone. La perspective d'un désengagement canadien du NORAD inquiète à Washington. Elle pourrait créer une faille radar au nord, exposant des zones arctiques aux incursions non détectées. Elle affaiblirait la dissuasion contre la Russie et la Chine, de plus en plus actives dans le cercle polaire. Elle remettrait en question l'idée même de bouclier commun nord-américain. Si le Canada se retire, ce n'est pas une perte symbolique. C'est une brèche stratégique. Le Canada veut un NORAD 2.0 ou rien. Certains hauts responsables canadiens proposent une réforme du NORAD plutôt qu'un retrait pur et simple. Plus de pouvoir décisionnel partagé, intégration de technologies non américaines, déploiement de moyens canadiens autonomes dans l'Arctique. Mais jusqu'ici, Washington a peu répondu à ces propositions. Une décision historique en préparation? Les think tanks à Ottawa débattent désormais ouvertement. Faut-il maintenir une alliance déséquilibrée? Ou investir dans un système de défense souverain, même si cela coûte plus cher? Le débat n'est plus « peut-on quitter le NORAD ?» C'est « avons-nous encore intérêt à y rester ?» Le spectre d'un retrait canadien du NORAD n'est plus une fiction. Il est aujourd'hui un scénario étudié, discuté et peut-être en train de se dessiner. Ce retrait serait plus qu'un geste militaire. Ce serait la rupture d'un pacte fondateur de la géopolitique nord-américaine. Mais si le Canada sort du NORAD, que reste-t-il du pilier stratégique de l'Amérique du Nord? L'Arctique, nouvel épicentre géostratégique. Ce qui n'était autrefois qu'un désert glacé devient aujourd'hui un champ de bataille mondial. L'Arctique, une zone longtemps oubliée. Pendant des décennies, l'Arctique canadien a été considéré comme un territoire lointain, difficile, presque oublié. Mais le réchauffement climatique, en ouvrant progressivement de nouvelles routes maritimes et en facilitant l'accès à des ressources inexploitées, a changé la donne géostratégique. Aujourd'hui, l'Arctique est un espace convoité pour ses gisements de pétrole, de lithium, d'uranium et de gaz naturel. Une zone clé pour le passage maritime entre l'Asie et l'Europe. Un théâtre militaire émerge, surveillé de près par la Russie, la Chine, les États-Unis et le Canada. Une souveraineté contestée. Le Canada affirme que la majorité de l'Arctique nord-américain relève de sa souveraineté. Mais plusieurs menaces planent. Des navires militaires russes ont été détectés à proximité de l'espace maritime canadien. La Chine a désigné l'Arctique comme une route polaire d'intérêt stratégique. Et même les États-Unis contestent certaines revendications canadiennes sur le passage du Nord-Ouest. Ce territoire est à nous, mais nos alliés eux-mêmes commencent à en douter. Déclaration du Premier ministre canadien devant le Parlement. Le Canada riposte avec un plan d'action inédit. Pour répondre à ces défis, le gouvernement canadien a lancé un plan ambitieux. Développement de ports militaires et civils dans l'extrême nord. Construction de routes stratégiques, d'aérodromes et de stations de ravitaillement. Création d'un nouveau commandement de défense arctique avec des moyens propres et non partagés avec les États-Unis. Des investissements colossaux sont prévus, plus de 12 milliards de dollars sur 8 ans. Une bataille invisible, le renseignement arctique. Au-delà des bases physiques, c'est aussi une guerre technologique qui s'installe. Déploiement de satellites de surveillance par le Canada. Drones polaires autonomes en test par l'armée canadienne. Coopération discrète avec des puissances européennes pour renforcer la couverture radar du pôle Nord. L'objectif est clair, assurer une souveraineté numérique et militaire sur les confins du territoire national. Friction avec Washington, le cas des sous-marins.
Un épisode récent illustre cette tension. Un sous-marin nucléaire américain aurait navigué dans les eaux arctiques canadiennes sans autorisation, ce qui a provoqué une colère froide à Ottawa, suivie d'une demande d'explication formelle à la Maison-Blanche. Le message canadien est clair. Même nos alliés doivent respecter nos frontières. L'Arctique est devenu le nouvel échiquier du pouvoir global. Et le Canada ne veut plus y être un simple pion. Face aux menaces extérieures et aux hésitations de ses alliés, il entend désormais protéger seul son territoire, ses ressources et son avenir. Mais cette volonté d'affirmation pourrait-elle entraîner un isolement diplomatique ou au contraire, un nouvel équilibre mondial? Une diplomatie en mutation. La loyauté aveugle laisse place à la lucidité stratégique. Un changement de ton à l'international. Traditionnellement perçu comme un pays diplomatiquement modéré, le Canada fait aujourd'hui évoluer son image sur la scène mondiale. Moins effacé, moins aligné automatiquement sur les positions américaines, plus affirmatif dans ses choix d'alliance et dans ses discours. Nous voulons être un acteur, pas un accessoire. Propos d'un diplomate canadien en marge d'un sommet de l'OTAN. De nouveaux partenaires, de nouveaux équilibres. Face à l'incertitude des relations avec Washington, Ottawa accélère sa diversification stratégique. Parmi les nouvelles alliances renforcées, Allemagne et Norvège. Coopération militaire renforcée dans le domaine de la défense côtière et de la guerre électronique. Japon et Corée du Sud. Partenariat industriel pour la production conjointe de technologies militaires et de composants stratégiques. France. Dialogue militaire renouvelé autour des alternatives au F-35, avec Dassault et Airbus comme partenaires potentiels. Inde et Indonésie. Pour le développement de corridors commerciaux alternatifs. Une diplomatie post-américaine. Certains analystes parlent d'un tournant Trudeau ou d'une doctrine du désalignement doux. Ne pas rompre avec les États-Unis, mais ne plus leur déléguer les orientations stratégiques. Cette posture rappelle celle de la France dans les années 1960, lorsque le général de Gaulle avait décidé de sortir du commandement intégré de l'OTAN pour affirmer l'indépendance nationale. Conséquence pour le soft power américain. L'image des États-Unis, longtemps considérée comme celle d'un grand frère protecteur, est de plus en plus perçue comme instable, électoraliste, imprévisible. Le Canada, à travers cette prise de distance, devient un modèle alternatif pour d'autres États moyens. Fidèle à ses alliances, mais autonome. Présent dans les forums mondiaux, mais critique envers l'unilatéralisme. Attaché aux valeurs de l'Occident, mais ouvert à d'autres formes de coopération. Une politique étrangère plus offensive. Autre changement majeur. Le Canada n'hésite plus à prendre position, même contre ses anciens partenaires. Dénonciation des ingérences politiques régionales. Critique ouverte de l'attitude américaine vis-à-vis du climat et de l'énergie. Soutien aux mécanismes de médiation européens, y compris là où Washington reste silencieux. Cette diplomatie assume un rééquilibrage historique. Loin de la soumission ou de la rupture, le Canada trace un chemin diplomatique nouveau. Ni vassal ni rebelle, mais stratège, lucide, autonome. Dans un monde fragmenté, il devient un pivot inattendu, capable de dialoguer à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud. Et ce repositionnement pourrait bien redéfinir l'axe transatlantique lui-même. Réveil stratégique, la doctrine Trudeau 2.0. Ce qui n'était qu'un frémissement hier est aujourd'hui une stratégie assumée. Une doctrine discrète, mais en cours d'élaboration. Depuis le début de la crise commerciale avec les États-Unis, le Canada opère une refonte complète de son approche stratégique. Et si le gouvernement Trudeau n'a pas encore nommé officiellement cette nouvelle doctrine, les faits parlent d'eux-mêmes. Rupture partielle avec les grandes orientations militaires américaines. Repositionnement sur les chaînes industrielles critiques. Renforcement des infrastructures de souveraineté, notamment dans le Nord. Certains analystes parlent déjà de Trudeau 2.0, une version du Canada plus autonome, plus assertive, plus pragmatique. 3 piliers de cette doctrine émergente. 1. Autonomie stratégique. Nous devons pouvoir défendre nos intérêts sans attendre l'approbation de Washington. Cela passe par
La relocalisation de chaînes de production critiques, énergie, semi-conducteurs, armement. Le soutien massif à l'innovation locale, projet Arrow, cybersécurité. La capacité de réaction rapide en cas de crise géopolitique. 2. Multipolarité assumée. Le Canada veut être un intermédiaire fiable entre puissances concurrentes, une voie de stabilité dans les forums internationaux, et surtout, un acteur capable de dire non à ses alliés quand ses intérêts sont en jeu. 3. Souveraineté territoriale active. La doctrine intègre désormais la souveraineté de l'Arctique, la protection des eaux et le contrôle total des infrastructures critiques, ports, data centers, satellites. Une stratégie soutenue par les chiffres. Le réveil stratégique canadien se traduit aussi dans les budgets et les lois. Hausse historique des dépenses de défense, plus 28% sur 4 ans. Lancement de fonds souverains pour sécuriser certaines industries. Adoption de lois sur la sécurité économique nationale, restreignant les investissements étrangers dans des secteurs sensibles. Cette politique ne se limite pas aux intentions. Elle devient exécutoire, concrète, budgétée. Un leadership à réinventer. Mais cette transition n'est pas sans défi. Le Canada n'a pas encore d'école stratégique propre, comme la doctrine française, britannique ou américaine. Il doit encore former ses cadres à une pensée indépendante, affranchie des modèles US. Il lui faut aussi assumer les conséquences de ses choix face à ses partenaires historiques. C'est une mue stratégique et identitaire. Le réveil stratégique du Canada n'est ni une crise de colère, ni un accident. C'est une transformation lente, méthodique, portée par un besoin fondamental. Celui de compter dans le monde non pas parce qu'on le suit, mais parce qu'on le comprend. La doctrine Trudeau 2.0 ne vise pas à défier l'Amérique. Elle vise à rétablir l'équilibre dans un monde où même les plus vieux alliés peuvent devenir imprévisibles. Conclusion finale. Divorce ou renaissance. Il y a des disputes passagères et il y a des ruptures historiques. Laquelle vivons-nous aujourd'hui? Une alliance à l'épreuve du temps. Depuis plus d'un siècle, le Canada et les États-Unis formaient un bloc solide, indissociable. Économiquement liés par les échanges transfrontaliers. Militairement unis par le NORAD et l'OTAN. Culturellement proches à travers leurs sociétés ouvertes, libérales, nord-américaines. Mais aujourd'hui, la mécanique s'est grippée. Guerre commerciale. Fracture diplomatique. Divergence stratégique. Réveil identitaire canadien. Est-ce le début d'une rupture? Certains diront que les liens historiques survivront à toutes les crises. Mais d'autres voient dans cette séquence un tournant décisif. Une remise en question de la suprématie américaine, une montée de la souveraineté canadienne et une reconfiguration de l'équilibre nord-américain. Quand le respect n'est plus réciproque, l'alliance devient une dépendance. Analyse d'un expert en géopolitique canadienne. Ou une mue nécessaire. Peut-être ne s'agit-il pas d'un divorce, mais plutôt d'une transition vers une alliance renouvelée, équilibrée, adulte, où le Canada n'est plus un suiveur, mais un partenaire lucide, où les États-Unis doivent réapprendre à écouter, et où l'Arctique, la défense et l'économie deviennent des domaines de co-souveraineté, pas de domination. Ce que cette crise révèle au monde. Le cas Canada-États-Unis est un miroir global. Beaucoup d'alliés de Washington, en Europe, en Asie, en Afrique, se posent les mêmes questions. Jusqu'où suivre un leader devenu imprévisible? Comment construire une autonomie sans basculer dans l'isolement? Le Canada devient, dans ce contexte, un laboratoire stratégique. Et pour les citoyens, pour les Canadiens comme pour les Américains, cette crise appelle à la vigilance. Vigilance sur l'autonomie économique, vigilance sur la souveraineté technologique, vigilance sur la capacité à décider pour soi-même et non au nom de l'Alliance. Ce n'est pas être contre ses alliés que de vouloir rester maître de ses choix. Nous venons peut-être d'assister au premier grand test du XXIe siècle pour l'Amérique du Nord. Et c'est le Canada, discret mais stratégique, qui donne aujourd'hui le ton. L'avenir dira s'il s'agit d'un divorce amer ou d'une renaissance équitable. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde entier regarde. Et que dans les prochaines années,
Le silence entre Ottawa et Washington en dira bien plus long que leur discours. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que comme nous, vous savez que l'information sérieuse mérite plus que 30 secondes de défilement sur un fil d'actualité. Ici, sur MTD News 08, on prend le temps d'expliquer, d'analyser, de connecter les points. Si vous partagez cette vision, voici 3 gestes simples mais puissants. Likez cette vidéo. Ça donne de la visibilité au sujet qui compte. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir chaque semaine nos décryptages utiles. Partagez cette vidéo autour de vous. Dans un monde d'opinion rapide, l'analyse approfondie est un acte de résistance. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Le Canada peut-il vraiment s'affranchir des États-Unis? La guerre commerciale va-t-elle redéfinir l'équilibre nord-américain? Sommes-nous en train d'assister à la fin d'une alliance ou au début d'une nouvelle ère? Vos commentaires sont essentiels. Vos voix nourrissent le débat. Merci pour votre attention, votre esprit critique et votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête utile, documentée, différente. MTD News 08, l'information qui vous respecte.